de vous accueillir du coup à notre événement l'impression 3D au féminin, co-organisé avec Women and 3D Printing, qui est représenté par Jennifer. Voilà. Donc on est vraiment content d'organiser ce premier petit after work, un retour d'expérience autour de la fabrication additive et autour notamment des femmes. Donc c'était l'occasion pour nous de célébrer la journée de la femme qui a eu lieu vendredi dernier, mais surtout de pouvoir se rencontrer, échanger et discuter de différents projets. On va peut-être attendre Audrey qui devrait arriver. Du coup, je suis accompagnée de Pénélope Couture, qui est chargée d'affaires et juriste à l'INPI, et Mélanie Chevet, qui est chef de projet fabrication additive chez Segula Technologies, et Audrey qui devrait pas tarder, qui est la présidente et fondatrice du cabinet Rosa Parks Consulting. Voilà. Donc moi-même, Mélanie Renard, je suis la rédactrice en chef de 3D Native pour le marché français. Je vais vous présenter un peu 3D Native avant de commencer. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc nous on est un média spécialisé dans l'impression 3D, un média français qui s'est rapidement en fait étendu à l'international, donc d'abord en Espagne, puis en Allemagne, et là depuis 2 ans sur le marché anglophone. Donc 3D Native aujourd'hui c'est de l'actualité en fait au quotidien, à travers des news, ça peut être sur des nouvelles machines, des nouveaux cas d'application, des matériaux, des interviews. Notamment du coup de femmes dans la fabrication additive. Mais on a aussi développé donc, plusieurs outils en fait d'aide à la décision. Donc que ce soit un comparateur de machines, vous allez retrouver aujourd'hui sur notre site des fiches produits qui vont répertorier les différentes machines 3D, les scanners, les filaments. Voilà pour en fait aider l'utilisateur qui veut acheter une machine à choisir la bonne, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a une multiplicité de technologies et de marques, donc c'est compliqué. Et on a développé ensuite plusieurs autres petits outils, donc un agenda, un annuaire dédié aux professionnels de l'impression 3D, un forum qui est très actif en France, et un job board. Voilà à peu près ce qu'on fait chez 3D Native. Et du coup, aujourd'hui, je suis accompagnée de Lucia, qui est ma collègue espagnole qui gère le marché espagnol, Anne-Catherine qui gère le marché allemand, et Carlotta le marché anglophone. Donc voilà, que des femmes, c'est chouette. Et du coup, Marco qui se cache derrière, qui est le cofondateur avec Alexandre, qui n'est malheureusement pas là ce soir, et Philippos qui ne devrait pas tarder. Donc comme je vous le disais, on a voulu vraiment créer un événement pour la journée de la femme, même si c'est un peu après, pour découvrir différents métiers, puisque comme vous le voyez, on a quelqu'un plutôt de la partie sur le recrutement, plutôt la partie du coup juriste, et ensuite plutôt un profil ingénieur. Malheureusement, on devait avoir Sandrine Faré de HP, mais qui devait venir, mais qui malheureusement n'a pas pu. Mais voilà, c'était vraiment pour découvrir différents métiers, rassembler autour de l'impression 3D et pouvoir échanger sur des projets et identifier des problématiques qu'aujourd'hui on peut avoir en tant que femme dans ce secteur. D'ailleurs, qu'on soit une femme ou pas, voilà, il y a plein de défis qu'on a à relever aujourd'hui sur le marché de la fabrication additive, et c'était pour en savoir un peu plus sur tous ces sujets. Donc je vais laisser la parole du coup à Jennifer pour présenter Women in 3D Printing, et après à vous mesdames pour présenter vos projets, votre métier, et ensuite ce sera un échange questions-réponses assez simple, rien de très formel. L'objectif étant qu'on arrive à poser toutes nos questions et à s'intéresser à différents métiers. Je vous avais présenté. Bonjour. I'm going to speak in English because I'm much more comfortable. I'm doing public speaking in French, gives me anxiety. If you guys want to speak in French in one-on-one conversation, I'm much better at that. So I am, first of all, happy belated International Women's Day. It was last Friday, and thank you all for coming here today in honor of that event. I also really want to thank 3D Natives, of course, for helping to sponsor and host this event here. And thank you all for coming and bearing the rain. So my name is Jennifer. I know some of the faces in the room, but for those who don't know me, I used to work in 3D printing, but at the 3D printer manufacturer MakerBot in the States. For the last few years, I've been working on continuing to work in 3D, but more on the digital side. I've been working at an augmented reality company. I couldn't let go of the 3D printing, so for the past year and a half almost,
I've been also the Paris representative for Women in 3D Printing, a co-organizer of the event. Okay, so Women in 3D Printing is a nonprofit organization, and we're dedicated to promoting, supporting, and inspiring women using additive manufacturing technologies. So this is for women who are currently using it and for people who are also interested in just joining the space and learning about it in their work or in personal use. So one way we do this is through events like this, either through a global organization, which is based in San Francisco. Maybe some of you know Nora Torre, who is the founder of this nonprofit, or through many of the local chapters, as Paris is, all around the world. As you can see, we have a bunch in Europe and in the United States, but we kind of reach as far as Singapore, as well as South Africa and Australia. So overall in the world, we have 30 chapters in over 15 countries, and here are a few other numbers that kind of show the breadth of the organization. We have 65 speakers and 7,000 community members. We have over 100 mentors and 200 blog guests. Maybe some of you, I know some of the people who are signed up today have actually been featured on our website, womenin3dprinting.com. So I highly recommend you go and check it out. So basically, what I want to say is for you to reach out, get involved. This is my email, it's just jennifer@womenin3dprinting.com. If you have a personal story you'd like to feature on our website, or know anyone who you would like to feature, or would like to get started on an event, or come to our monthly happy hours, either here or all across the world, let me know, and I'd be interested in telling you more. Thank you. Du coup, je vais laisser la parole à Audrey. Si tu peux peut-être nous présenter un peu ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui, ton cabinet. D'accord. Voilà, en quelques mots. Je me lève. Comme tu veux. Ça sera pas mal. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je m'appelle Audrey Chikawi, j'ai fondé un cabinet qui s'appelle Rosa Parks Consulting en 2014. En fait, je viens du métier des RH. J'ai été chez DRH pendant des années, rien à voir avec la fabrication additive au départ, mais dans l'internet, parce que j'étais chez Yahoo France pendant des années. Puis après, j'ai été chassée par Dassault Systèmes, parce qu'ils cherchaient des profils justement un peu orientés internet pour révolutionner un peu. Voilà. Et donc j'ai travaillé, j'ai découvert le monde de la CAO et du PLM. Donc ça c'était en 2010. Et finalement on avait des grosses problématiques de recrutement et on n'avait pas beaucoup d'interlocuteurs qui pouvaient nous aider à trouver des profils experts sur les technologies de CAO, de PLM. Et un jour j'ai décidé de passer de l'autre côté, donc j'ai fondé un cabinet de recrutement spécialisé dans le PLM et la CAO, c'était en 2014. Et rapidement, ces acteurs du PLM et de la CAO s'intéressaient aussi à la fabrication additive, parce que dans la fabrication additive, il y a plusieurs typologies d'utilisateurs, ou enfin, en tout cas d'industriels. Il y a les fabricants de machines, les fabricants de matériaux, mais il y a aussi toute la partie logicielle à l'intérieur. Il va y avoir aussi les utilisateurs, les industriels, et assez rapidement, en fait, on nous a sollicité sur des recrutements sur toute la chaîne, de l'utilisation des logiciels, de la partie applicative, et puis rapidement on est arrivé sur des gros besoins sur du technicien SAV, parce que plus les machines étaient vendues, plus il fallait des personnes pour maintenir les machines, et puis des gens chez les clients pour être sûr que les pièces qui sortaient en production elles étaient bien conformes à ce qu'ils voulaient. Voilà, donc on reste toujours spécialisé dans ces deux domaines. Aujourd'hui, la fabrication additive, ça doit peser 40% du nombre de missions du cabinet, le reste étant sur le PLM encore. Voilà, donc après, on reste dans cette niche-là. On fait un peu de métrologie aussi. Alors pour ceux qui connaissent la métrologie, ça reste assez proche sur certains aspects de la fabrication additive, notamment en termes de précision et de type de profil en tout cas. Il y a beaucoup de gens de la métrologie qui passent à la fabrication additive, parce que nous, notre valeur ajoutée aussi en tant que recruteur, c'est d'aider les entreprises à bien dimensionner et à qualifier leurs besoins, parce que
ça reste encore, même si on va vous dire oui, la fabrication additive ça existe depuis 40 ans, oui, n'empêche que les profils, il n'y en a pas. Donc ça, il faut quand même essayer. Soit ils sortent d'école, soit il y en a qui ont pris le virage il y a 10 ans, soit il faut trouver des compétences et des parcours, des expériences qui permettent justement de passer d'un métier à la fabrication additive. On a essayé plein de trucs depuis 2014 sur la partie commerciale. Est-ce que c'était un vendeur de photocopieurs ou bien c'était un vendeur de machines-outils? Bon, c'était quoi la vérité? Bon, on se rend compte en 2019 que c'est peut-être plus un vendeur de machines-outils en fait, finalement. Parce que c'est de la mécanique et que c'est des gens qui doivent vraiment connaître le métier de l'industrie, le bureau d'études, le cahier des charges d'un industriel, voilà. Alors, bon, on parlera après peut-être de la proportion des femmes et tout ça, ça viendra après, mais voilà, l'histoire du cabinet, c'est ça, on est basé à la Défense et on gère des missions. Bon, on peut faire en Europe, mais notre valeur ajoutée, elle est quand même sur la France, il y a déjà pas mal à faire. Voilà. Merci Audrey. Merci. Du coup, je te laisse la parole. Oui, très bien. Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui. Donc, Mélanie Chelier, ingénieure chef de projet à Cebula Technologies, actuellement en mission chez Renault. Je suis d'ailleurs très contente de voir beaucoup de collègues avec qui je travaille aujourd'hui, féminines et masculins. Une petite anecdote peut-être pour commencer. Lorsque j'ai discuté de cet événement avec mes collègues autour de moi, on m'a demandé si on allait se rassembler ce soir pour apprendre à imprimer des casseroles. Bon, ça montre un petit peu l'état des choses qui restent à faire. C'est vrai, je vous donnerai le nom tout à l'heure. Des choses à faire pour essayer de faire évoluer les mentalités, les technologies bien sûr, mais l'insertion des femmes, que ce soit dans des métiers ingénieurs, de direction. On a beaucoup parlé de plateforme vert ces derniers jours et je crois qu'il y a vraiment encore beaucoup de travail à faire pour que ce genre de réflexion ne soit plus spontanée. On peut commencer donc avec mon parcours pour vous dresser un peu comment est-ce que je suis arrivée dans le domaine de la fabrication additive en tant qu'ingénieure. Donc j'ai fait les arts et métiers dans le centre de Lille, une formation généraliste plutôt orientée mécanique production, une voie dans laquelle je me suis un peu plus dirigée avec un double master à l'université suédoise de KTH à Stockholm sur un master production manufacturing. Et en fait ce moment-là, il a un petit peu pris le virage pour la fabrication additive parce que dans le cadre de ses études, il faut faire une master thesis, un projet de recherche pendant 6 mois que j'ai fait sur la fabrication additive d'outillage d'emboutissage. Je ne connais pas vos niveaux respectifs de connaissances mécanique production, mais donc les outils qui permettent de planifier des tôles, globalement. Et ensuite, j'ai fait des stages, par exemple à Safran, c'était hyper intéressant, très technique, très pointu, mais je me suis sentie un petit peu frustrée dans le champ des choses que je pouvais faire en tant que soit stagiaire ou première embauchée, dans le degré de liberté que les grands groupes, que certains d'entre vous représentent, accordent aux jeunes étudiants. Et à la place, j'ai choisi d'intégrer le groupe d'ingénierie Cebula, donc ingénieuriste français, une dimension peut-être inférieure à d'autres grands groupes, mais qui a permis de construire une nouvelle offre de service autour de la fabrication additive. Voilà, c'est une nouvelle technologie, beaucoup de grands industriels s'expérimentent, phase exploratoire, démonstration ou carrément industrialisation. Et bien, il y a beaucoup, on a parlé de nouveaux métiers, de nouvelles compétences, de choses à créer, de services à apporter dans le domaine-là. Donc c'est ce pourquoi j'ai été embauchée. Et depuis juin 2018, j'ai le plaisir de travailler au sein du groupe Renault pour une mission que je vais vous expliquer un peu après. Donc la thèse dont j'ai parlé, ça ressemble à ça. En fait, c'est un poisson d'emboutissage, une petite matrice qui va donner la forme. Et aujourd'hui, on vient usiner, assembler. Bon, pour faire court, ça prend du temps, c'est long et on met beaucoup de pertes de matière. Alors qu'avec la fabrication additive, on peut designer quelque chose et le fabriquer d'un tenant et essayer de designer des structures donc, spécifiques pour optimiser le refroidissement lors de l'emboutissage. Si vous voulez des détails là-dessus, on en parlera après
Et donc voilà, donc, ce qui était génial en fait avec cette étude, c'est de pouvoir partir d'un enjeu, reconcevoir, fabriquer, tester, qualifier, comparer aux process existants. Donc en fait, ça permettait d'adresser un peu toutes les briques de la chaîne de conception-fabrication. Et ça m'a donné vraiment envie de continuer là-dedans. J'ai parlé un peu de Segula, c'est dans ce cadre-là que j'ai poursuivi l'exploration de la fabrication additive. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un groupe d'ingénierie qui est présent sur de nombreux secteurs industriels. Donc en fait, dans les 8 premiers mois où j'ai participé à cette création de nouvelles business units, j'ai pu travailler avec Alstom, également avec Thales ou différents clients qui avaient des attentes et des contraintes diamétralement opposées sur l'impression 3D. Donc ça a permis d'ouvrir un peu au champ des possibles, mais aussi des nombreux leviers qu'on rencontre dans l'industrialisation de ces technologies. Pourquoi la fabrication additive dans un groupe d'ingénierie? Bon, ben, comme je l'ai mentionné, ça touche toutes les industries. C'est un peu dans le domaine industrie 4.0. Je suis beaucoup maillée dans mon travail avec des pairs sur la réalité augmentée, réalité virtuelle, le smart data, l'intelligence artificielle. Tous ces buzzwords qu'on entend dans ce genre d'événements conférences, mais qui, dans la réalité, demandent beaucoup d'efforts, que ce soit humain, technologique, pour essayer d'être une réalité dans les systèmes de fabrication. Pour finir, actuellement, donc en mission chez Renault, le besoin en fait c'était au niveau du process ingénierie véhicule, d'essayer de rassembler toutes les initiatives impression 3D du groupe Renault qui étaient éclatées. Pour rebondir encore une fois sur les ressources, en fait, ils ont constaté qu'il y avait des profils très différents qui s'étaient complètement appropriés la technologie, que ce soit des opérateurs, des BE, du design, enfin, tout pôle en fait a pris la main sur ce sujet-là et l'a fait développer. Et l'objectif premier, c'était de faire un inventaire, qui fait quoi, comment on l'exploite, quelle organisation mettre derrière, et partager les bonnes pratiques suite à ça. Donc beaucoup de réseaux, beaucoup de personnes inclus dans cette mission, trouver des cas d'usage, faire des études à la fois sur terrain et en amont. Et aujourd'hui, la mission se poursuit sur un enjeu, je sais, nombreux ici sont concernés, sur tout ce qui va être la digitalisation de ces moyens, pouvoir concevoir et sur toute la chaîne avoir une continuité digitale de suivi pour l'impression 3D. Voilà un peu pour mon parcours, pour ce que je fais, pour les défis. Et puis si vous avez des questions sur des sujets qui vous ont titillé l'oreille, n'hésitez pas à poser des questions. On va revenir après. Merci. Merci beaucoup. Et du coup, Pénélope, je te laisse la parole. Moi je vais le faire, je t'inquiète pas. Bonjour à tous, donc moi je suis Pénélope. Comment je suis arrivée ici? Alors grâce à l'une d'entre vous qui se cache là-bas. Parce que en fait j'ai déjà animé un atelier sur l'impression 3D propriété intellectuelle dans un tech shop, donc un Fab Lab. Alors qui suis-je exactement? À la base je suis une juriste, donc j'ai rien à voir avec la fabrication additive, faut pas se leurrer. Voilà, moi quand on parle d'usinage ou autre, j'ai la chance de connaître parce que je suis avec un ingénieur. Sinon, c'est pas ma matière favorite à l'origine. J'ai fait des études donc, de droit liées à la propriété intellectuelle et c'est dans ce contexte-là en fait, que je suis amenée à vous parler en fait, impression 3D parce que voilà, l'impression 3D, propriété intellectuelle, c'est des relations qui sont très étroites, je l'expliquerai juste après. Du coup, si en fait, je vous parle plus de l'institution à laquelle j'appartiens, on peut défiler. Je suis donc Institut national de la propriété industrielle, c'est une administration publique française. C'est l'office que vous connaissez pour accueillir vos dépôts de brevets, de marques et de dessins et modèles. Donc cette partie propriété industrielle. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que certes, on est l'office de réception, mais on a aussi une mission en fait de sensibilisation, accompagnement des entrepreneurs. Et c'est dans ce contexte-là aussi qu'on vient à parler d'impression 3D. Puisqu'en fait, on accompagne les porteurs de projets, les PME et les ETI dans leur stratégie de protection par la propriété intellectuelle. Et on fait des ateliers, donc table ronde comme ici, ou des ateliers avec nos différents partenaires, donc le Tech Shop, j'en ai parlé, mais aussi des incubateurs, des pôles de compétitivité, pour vraiment vous sensibiliser à la matière, mais quel que soit votre domaine d'activité. Donc on parle impression 3D, donc voilà, dans l'usinage, on a parlé de Renault.
mais on fait aussi de l'impression 3D. Tout à l'heure, je parlais avec une personne du domaine médical. Donc c'est vraiment assez vaste, c'est pas limité uniquement à la propriété industrielle, on parle aussi du droit d'auteur, on verra. Du coup, ces liens avec la pression 3D, je suis présente aujourd'hui parce qu'effectivement, propriété intellectuelle sont étroitement en lien. On se dit, ah super, l'impression 3D permet la reproduction de tout notre univers en fait. Sauf que voilà, en fait, sur un seul et même objet, il peut avoir une multitude de droits et de droits qui ne vous appartiennent pas. C'est pour ça que moi j'aime bien prendre l'exemple de l'univers Lego. En fait, on voit avec l'univers Lego, alors je sors mon papier, je suis désolée, je ne connais pas les brevets, l'ensemble des brevets de la matière, mais en fait, si vous voulez reproduire un de ces Lego, quel qu'il soit, il faut vous poser différentes questions. Parce qu'à la base, Lego c'est une marque, donc si vous reproduisez en fait des jouets à l'aide de l'impression 3D et que sur lesquels vous apposez ensuite la marque Lego, potentiellement, bah, ça peut être de la contrefaçon. Mais en fait, même la reproduction de ce jouet Lego peut être de la contrefaçon de base du droit d'auteur ou de dessin de modèle parce que ça vise à protéger l'apparence extérieure du Lego. Donc ici, on a quelques exemples. Mais après, ce qu'il faut savoir, avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas forcément ce qu'on voit, il y a aussi d'autres choses, type les brevets. Lego, c'est par exemple des brevets qui portent sur des véhicules jouets conçus pour rouler sur des rails. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont breveté la manière dont vont se clipser le jouet sur les rails de leur produit. On a aussi des véhicules qui comprennent des moteurs électriques et un procédé de démarrage de moteurs électriques destiné à la propulsion d'un véhicule. Vous voyez, on ne s'attendrait pas à avoir des brevets aussi techniques sur la matière. Et en fait, tout ça, du coup, quand vous faites de l'impression 3D, cet univers-là, il faut en avoir conscience. Parce que, je l'expliquerai au fur et à mesure, on verra que dans toute votre chaîne d'impression 3D, que ce soit donc l'objet protégé d'origine jusque l'impression, il y a une question de propriété intellectuelle qui va se poser à un moment donné. Et pas forcément propriété intellectuelle qui va vous appartenir en tant qu'utilisateur, mais propriété intellectuelle du tiers. Donc voilà. Je ne sais plus si j'ai d'autres choses après. Voilà, alors oui, effectivement, on m'a demandé de parler de nos travaux en impression 3D. Donc, donc l'accompagnement individuel, c'est pas ça ne fait pas partie des travaux en tant que tel, mais voilà, c'est ce que je disais, cet accompagnement, on propose à l'ensemble des entrepreneurs en France et aussi à l'étranger. C'est un accompagnement qui se veut gratuit pour vraiment vous sécuriser dans ce domaine-là, vous dire que demain, vous pouvez partir tranquillement avec votre objet protégé par imprimé en impression 3D, ou alors aussi en tant que voilà, vous êtes la société Lego, vous dire que vous risquez rien si quelqu'un vous reproduit, ou alors vous avez des moyens de recours. On fait aussi donc ces animations d'ateliers sensibilisation et on a fait paraître des études également sur à la fois l'impression 3D, le domaine du numérique. L'impression 3D pose également énormément de questions en matière de droit d'auteur et la rémunération des auteurs, parce que le droit d'auteur peut concerner l'ensemble des étapes de l'impression 3D. Donc voilà, on s'interroge sur de différentes manières à ces sujets-là en interne. Je pense que là, c'est bon, voilà. Donc, si au cas où vous n'avez pas le temps, parce que je vais devoir partir peut-être un peu avant la fin, je ne sais pas, en fonction de l'heure, n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Je suis là pour y répondre, pour approfondir aussi les sujets. Et voilà. Merci beaucoup. Du coup, on va peut-être passer aux questions. J'ai quelques questions à vous poser, plus par rapport du coup, à notre événement autour de la femme, Audrey. Est-ce que tu observes du coup une augmentation de la proportion des femmes aujourd'hui J'ai une petite note. Oui. Oui, j'observe une évolution de la proportion des femmes dans... ça peut être à la fois des candidats, parce que moi mes interlocuteurs ça va être des candidats ou des recruteurs des clients. Côté candidat, c'est vrai que depuis le milieu de l'année 2018, on observe une vraie augmentation du nombre de femmes qui se positionnent sur tout type de poste. Alors j'ai fait des petites analyses tout à l'heure pour vous donner par exemple des exemples concrets. Que Mélanie elle aime bien les exemples concrets. Alors je vais vous donner par exemple 5 missions, les 5 dernières missions qu'on a menées sur la fabrication additive. Alors on a une mission
de leader technique 3D printing. Alors en gros, c'est un architecte solution qui va venir développer des logiciels de sécurité qui vont être intégrés dans des machines d'impression 3D pour pouvoir sécuriser toutes les datas qui sont dans les machines. Donc sur un poste très technique, pour le coup, entre le logiciel et la fabrication additive, on a eu 5 candidats sérieux. Alors on a eu 5 hommes, 3 femmes, pardon, 2 shortlistés, un homme, une femme, et pas de sélection qui ont été faites. On recommence. Personne n'a été choisi. 5 hommes, 3 femmes, 2 shortlistés, un homme, une femme. On a eu un autre poste, un commercial cette fois, un business développeur qui va aller vendre. C'est un fabricant français qui fabrique des matériaux polymères et qui veut s'exporter en Allemagne. Donc il a besoin d'un business développeur pour aller développer son activité en Allemagne. Donc là, on a présenté 6 candidats très qualifiés, 4 hommes, 2 femmes, 2 shortlistés, un homme, une femme, mais c'est un homme qui a gagné. Bon. Mais bon, oui, c'est déjà pas mal parce qu'avant, l'année dernière, je ne suis pas sûre, vraiment sur 2017, pardon, je suis pas sûre d'avoir eu des femmes vraiment en shortlist, quoi. Directeur SAV. Directeur SAV pour toute la France, une grosse boîte de 400-500 personnes. 5 candidats, 4 hommes, une femme. Bon, un gagnant, un homme haut la main. Bon, voilà. Service manager, pareil. Donc c'est un peu un responsable SAV aussi, il vient piloter des techniciens SAV, c'est sur un fabricant de machines. Bon, 3 candidats, 3 hommes. Là, sur le SAV, on a quand même beaucoup moins de femmes, mais c'est pas tout à fait vrai parce que la dernière, celle qui est encore en cours, on cherche un technicien SAV itinérant pour aller intervenir chez des clients qui utilisent des machines d'un fabricant, machines métal. Et il y a eu 4 candidats, 3 hommes, une femme. C'est pas fait, mais il semblerait que la femme soit bien positionnée. Voilà, sur un poste de technicien SAV, ça serait la première en 54. Voilà. Donc oui, ça évolue, mais du coup, ça vous montre aussi que ça évolue vraiment concrètement. Alors, bon, les femmes arrivent en finale, hein. Ça ne gagne pas toujours encore. Voilà. Mais au moins, ces statistiques, je pense que ça va. Voilà, il faut être encore un peu patient. Et on connaît pourquoi les femmes ne gagnent pas toujours. Ça, c'est difficile parce que, bon, moi, mon métier, c'est pas d'orienter mon client vers un homme ou une femme, c'est d'orienter mon client vers les meilleures compétences et de s'assurer que ça sera le meilleur profil qui va satisfaire. Il est vrai que la plupart de mes clients recruteurs, bon, tous mes clients recruteurs sont des hommes. Certains au départ sont assez ouverts à avoir des femmes dans le service parce que il y en a pour certains pour qui la diversité est importante et vraiment que c'est vrai, ça je les encourage vivement. Puis après, bon, quand il faut faire rentrer plusieurs interlocuteurs, que ça rentre dans un process, on se rend compte que finalement c'est peut-être encore un peu tôt une femme, que bon, c'est bien, c'est sympa, ça répond à une question de diversité. Mais bon, par contre, au moment où il faut lui faire un contrat de travail, on va quand même se diriger plus vers un homme parce que bon, ça bousculera moins en interne. C'est vrai que les profils de femmes qui arrivent en finale, qui sont vraiment bien positionnés, c'est vraiment des avions de chasse. Elles sont très 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 brillantes. Elles sont en moyenne beaucoup plus fortes d'ailleurs que les hommes. Besoin d'être d'envoyer un peu plus du bois. Donc bon, je pense que ça va aussi se démocratiser, qu'aujourd'hui ça sera, je pense que d'ici 1 ou 2 ans, vu la tendance, on n'embauchera plus une femme pour des soucis de diversité. On sera content d'embaucher une femme parce qu'elle a les mêmes compétences qu'un homme, elles sont meilleures, et puis on n'a pas peur parce qu'il y en aura déjà eu une, et puis 2. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré sur un salon une commerciale qui vend des poudres métal.
et qui a été classée, c'est une boîte américaine, et qui a été classée première vendeuse au monde, voilà, parmi tous ses collègues masculins. Elle parle 15 langues, elle couvre la Turquie, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Bon, voilà, donc, et je pense que ça va aussi des profils comme ça qui feront que les clients seront moins frileux et ça se fera naturellement. Bon, pas forcer l'amour, j'aime bien cette expression. Ça va arriver naturellement. La preuve, c'est que même dans le recrutement, moi par exemple, j'ai jamais connu un recruteur qui fait du PLM ou de la fabrication additive qui soit une femme. Je n'en avais jamais vu avant. Pourquoi c'est possible? Et puis je pense que c'est aussi ça, le fait d'être une femme, pas que. Peut-être que j'en vois, peut-être que, j'en sais pas, j'ai pas les stats des autres cabinets, mais peut-être que moi j'en vois plus de femmes aussi, candidats, chez les clients, sans vraiment faire la discrimination positive, mais ça se fait peut-être plus naturellement. Voilà. Tu as rencontré justement, Mélanie, ce sentiment-là ou pas quand tu es arrivée du coup Oui, ce type de frein, oui, tout à fait. Mais en fait, je pense qu'on peut toutes essayer de trouver des échos à des situations comme ça, anormales. Le fait de devoir fournir plus pour arriver à un endroit, c'est vrai, le fait de devoir se justifier également. Et en fait, je crois qu'il y a vraiment un frein qui est lié à l'émergence des femmes et même de la technologie impression 3D en général. Le gros levier, c'est la conduite du changement. Les gens n'aiment pas quand c'est différent, quand ils n'ont pas l'habitude. Ils sont très très rassurés quand c'est le procédé qui marche bien, qui est rodé, qui est optimisé, ça tourne, ça produit la bonne cadence, tout va bien. Mon équipe a ce type de profil, ce type de fonctionnement. Si jamais je mets quelqu'un d'une ethnie différente, d'un sexe différent, ça risque de changer mes habitudes et je ne vais pas savoir comment réagir. Et donc voilà, que ce soit les nouvelles technologies, le changement social, l'ouverture, la diversité, il y a vraiment ce levier. Je pense que même tout le monde en fait le ressent peut-être parfois sans s'en rendre compte. Et donc il y a beaucoup de travail. C'est pour ça que non seulement il faut attendre de l'évolution, mais il faut peut-être mettre en place des mesures, forcer entre guillemets un peu la main, pas trop l'amour, mais un peu la main pour essayer de tirer dans un sens-là, parce que sinon on n'avancera pas assez vite. Donc que ce soit sur la compétitivité industrielle et l'intégration de ces nouvelles technologies ou la diversité des profils dans les métiers. Et toi, Pénélope, aussi un peu pareil, dans ton domaine, c'est un peu plus particulier, mais... Alors nous, le domaine du juriste pur et dur, c'est plus des femmes. Par contre, en fait, effectivement, si je reste sur la propriété intellectuelle, on a des ingénieurs hommes, on a plus d'ingénieurs hommes que d'ingénieurs femmes, même à l'INPI en fait. Donc c'est vrai que de ce côté-là, je pense qu'il y a peut-être un travail à faire à la base, peut-être pas au niveau éducatif, mais voilà, promouvoir l'ingénierie au niveau des femmes. Donc voilà, nous ça se ressent d'une manière différente. Après, dans le public que je peux rencontrer, ça reste assez diversifié. C'est vrai que dans les domaines techniques, de toute manière, oui, j'ai une majorité d'hommes du coup, puisqu'ils sont ingénieurs à la base.